Nous passons à quelques études de cas qui concernent les systèmes phonologiques et les types d'opposition, et puis je terminerai par les consignes de l'exercice de cette semaine sur vos langues artificielles. Alors, premier exercice. Vous avez deux phones, le FE et le VE. Vous avez leur matrice de traits phonétiques. Et je vous demande de me dire si ces deux phones ont une base de traits commun. Et si oui, laquelle? L'exercice est assez simple, je vous laisse faire pause. Normalement, la réponse devrait être assez rapide. Et on passe à la conclusion, à la correction. La base de traits communs, ce sont, je le répète, je le rappelle, ce sont les traits qui sont communs aux deux phones que vous observez. Quels sont les traits communs? C'est tout simplement fricatif et labiodental qui sont communs au FE et au VE. Un seul trait les distingue, c'est le trait sourd pour le FE, trait sonore pour le VE, et c'est cette différence qui permet l'opposition entre le FE et le VE. Donc la base de traits communs, ce qu'on appelle aussi la base commune ou la base de comparaison, c'est fricatif et labiodental. Deuxième exercice, les phones suivants, le me et le pe, ont-ils une base commune? Et si oui, laquelle? Je vous laisse faire pause. Et la correction, c'est, encore une fois, très très simple. Il n'y a qu'un trait commun aux deux, c'est bilabial. Donc, nasal, sonore, ne sont pas nasal, sonore, occlusif et sourd, pardon, ne forment pas la base commune de ces deux phones. Par contre, bilabial est bien le trait commun aux deux phones. On passe au troisième exercice. Les phones suivants ont-ils une base de traits communs? Et si oui, laquelle? Je vous laisse faire pause. Et la réponse est non, ces deux phones n'ont pas de base de traits communs, puisque tous leurs traits les distinguent. Le le est latéral, alvéolaire et sonore, tandis que le che est fricatif, post-alvéolaire et sourd. Cela signifie que leur base commune, ou encore une fois base de comparaison, est 0. Donc ils n'ont pas de base de traits communs. Leur base commune est une absence de traits. Voilà, donc ça c'est l'exercice un peu facile. On va maintenant essayer d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus difficile, notamment sur les traits distinctifs. Vous avez un ensemble d'oppositions. Donc vous vous souvenez, on a vu que le petit tilde représentait la relation d'opposition qu'il pouvait y avoir entre deux phonèmes. Donc vous avez trois oppositions, une opposition entre le ge et le que, une opposition entre le ge et le nge, une opposition entre le ge et le de. La langue n'est pas indiquée, peu importe, c'est un exercice dans l'abstrait. La question que je vous pose, c'est quels sont les traits distinctifs du phonème ge? Attention, pas du son ge. Les traits du son ge, on les connaît. Hein, c'est occlusif, vélaire et sonore. C'est indiqué dans chaque cas. Mais quels sont les traits distinctifs du phonème ge? Je vous laisse faire pause et réfléchir, et ensuite on voit ça. Donc, la réponse, il suffit de regarder chaque opposition en détail. Si on compare le ge et le que, on observe que ces deux phones ont une base de traits communs, et ces traits communs sont occlusifs et vélaires. Et il n'y a qu'un seul trait qui les distingue, c'est le trait sonore pour ge et sourd pour que. Donc, sonore est un trait qui est distinctif, puisqu'il existe une opposition entre le ge et le que dans cette langue. Donc, sonore est un trait distinctif du phonème ge. On passe à l'opposition suivante, entre le ge et le nge. Il y a une base de traits communs entre les deux. Cette base de traits communs, c'est sonore et vélaire. Et il n'y a qu'un trait qui les distingue, c'est le trait de mode d'articulation. Le ge est occlusif, le nge est nasal. Donc le trait occlusif est un trait distinctif du phonème ke. Donc on a deux traits distinctifs pour le moment, c'est sonore et occlusif, et on passe à la troisième opposition. Le ge et le de ont une base de traits communs, c'est occlusif et sonore. Il n'y a qu'un trait qui les distingue, c'est le trait de lieu d'articulation qui est vélaire pour le ge et alvéolaire pour le de. Donc vélaire,
est un trait qui permet la distinction entre g et de, qui permet l'opposition entre les deux. Donc c'est un trait distinctif du phonème gai. Autrement dit, on conclut, le phonème gai a trois traits distinctifs, le trait occlusif, le trait vélaire et le trait sonore. Bon, il se trouve que ça me donne exactement la même liste que les traits phonétiques du son g. Mais c'est presque un hasard. Ça ne signifie pas que les traits phonologiques, les traits distinctifs, correspondent toujours aux traits phonétiques. On va faire un deuxième exemple. On va prendre un deuxième exercice pour bien l'illustrer. Donc là, vous avez encore une fois trois types de relations. Je vous rappelle les symboles. Le petit tilde qui correspond à une opposition phonologique et le petit tilde barré qui correspond à une absence d'opposition phonologique. Donc une absence de substitution distinctive entre deux phones, autrement dit. Eh bien, donc vous avez ces trois oppositions, et la question est la même. Je vous demande de me donner les traits distinctifs, cette fois du phonème ré. Alors attention, je prononce ré exprès pour distinguer le phonème du son que je vais prononcer r à chaque fois. Donc si vous entendez ré, ça, je parle du phonème. Bon. Donc je vous laisse faire pause, y réfléchir un petit peu, et ensuite on voit quelle est la correction. Donc la réponse, eh bien, la méthode, on applique exactement de la même manière. Vous prenez la première relation entre le re et le ze. C'est quoi comme relation? C'est une relation d'opposition. Il y a une substitution distinctive entre le re et le ze dans cette langue. On observe que le re et le ze ont une base de traits communs. C'est fricatif et sonore. Il n'y a qu'un trait qui les distingue. Uvulaire pour le re, alvéolaire pour le ze. Donc, le lieu d'articulation est distinctif dans cette langue. Donc, uvulaire est un trait distinctif du phonème ré. Maintenant, je passe à la deuxième relation, entre le re et le r. J'observe qu'il y a un petit tilde barré. Donc, il n'y a pas d'opposition entre le re et le r. Ces deux phones ont une base de traits communs, fricatif et uvulaire. Puis ils ont un trait qui les différencie phonétiquement, c'est le trait sonore pour re et le trait sourd pour le r. J'ai dit différencie phonétiquement, mais ce n'est pas un trait qui les oppose, puisqu'il n'y a pas d'opposition, on vient de le voir, entre ces deux sons. Autrement dit, ce trait de sonorité ou de surdité n'est pas distinctif, puisqu'il ne permet pas une substitution distinctive. Il y a certes une substitution, probablement minimale, mais pas distinctive. Donc ce trait n'est pas distinctif. Il n'est pas pertinent sur le plan phonologique car il n'a pas de fonction dans la langue. Il n'a pas pour fonction de distinguer des mots. Tout simplement. Donc pour le moment, nous n'avons qu'un trait distinctif à l'intérieur du phonème ré, c'est le trait uvulaire. On continue, on passe à la troisième relation entre le r et le r. Ces deux sons ont une base commune, uvulaire et sonore, et ils se différencient par le trait fricatif pour le re et le trait roulé pour le r. Il se trouve que le symbole qui est indiqué entre les deux montre qu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux phones dans cette langue. S'il n'y a pas d'opposition, ça veut dire que l'on intervertisse le trait fricatif et le trait roulé n'a aucune importance. Cela ne change pas le signifié, le contenu du signe. Donc, le trait ici de mode n'est pas distinctif. Donc fricatif n'est pas un trait distinctif pour le phonème ré. Conclusion, j'ai un son re, un phone re, qui a pour trait articulatoire fricatif, uvulaire et sonore. Et ce phone, ce son re, est la réalisation d'un phonème ré ou r, vous l'appelez comme vous voulez, d'un phonème qui a pour trait distinctif le trait uvulaire seulement, qui l'oppose, par exemple, au phonème z. Mais les traits fricatifs et sonores ne sont pas des traits distinctifs de ce phonème. Donc là, vous voyez qu'il y a une différence entre traits distinctifs et traits phonétiques. Les traits distinctifs sont uniquement les traits qui ont une fonction dans la langue. Et alors, on leur donne comme étiquette
un terme que l'on utilise aussi pour la description phonétique, mais ce terme, finalement, lorsque je dis que le R est uvulaire, que le phonème R est uvulaire, vous savez, autant que moi, que l'une des réalisations de ce phonème en français, puisque là vous avez pu remarquer qu'il s'agissait du français, étant donné l'ensemble des relations, l'une des réalisations de ce phonème R, c'est le R, qui est roulé et alvéolaire. Donc on ne peut pas vraiment dire que le phonème R, on en reparlera, est uvulaire. Il est quelque chose, ce quelque chose on l'a étiqueté pour le moment uvulaire, mais peu importe ce que ce trait est sur le plan phonétique. Simplement, il y a quelque chose. Il y a une variable qui le distingue du ZE. On passe à l'exercice suivant. On va parler maintenant des différents types d'oppositions qu'il y a à l'intérieur d'un système. Et notamment des oppositions bilatérales et multilatérales. Donc vous prenez l'exemple de l'opposition PE-BE que vous avez en français, à partir du principe que les exemples que je vous donne ici sont en français, sauf mention du contraire. L'opposition entre PE et BE en français est-elle bilatérale? Alors, je vous laisse faire pause pour prendre le temps de réfléchir si vous en avez besoin. La réponse est oui. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi cette relation d'opposition est bilatérale? Parce qu'elle ne concerne que deux phonèmes, et j'insiste sur le que deux phonèmes ayant une base commune. Alors, PE et BE ont une base commune. Quelle est-elle? Cette base commune, c'est d'être occlusif et labial. Ce qui les distingue, c'est que le PE est sourd et que le BE est sonore. Donc, base commune, occlusif et labial. Existe-t-il d'autres occlusives labiales en français, à part le PE et le BE? Non, il n'y en a pas. Donc, l'opposition que l'on a en face de nous est bien bilatérale, puisque seuls deux phonèmes ont cette base commune. C'est important. Hein. Ce qui permet de différencier l'opposition bilatérale de l'opposition multilatérale, c'est bien savoir combien il existe de phonèmes qui ont la même base commune. On passe à l'exercice suivant. Ici, vous avez PE-que, l'opposition entre PE et que. Cette opposition, elle existe en français, vous avez plein de paires minimales, comme par exemple part, une part de gâteau, et un quart scolaire. Bon, ce sont deux mots différents, donc la substitution est bien distinctive, on a bien une commutation, une paire minimale, donc il y a opposition entre ces deux consonnes. La question, c'est est-ce que cette opposition est bilatérale ou pas? Je vous laisse y réfléchir. Faites pause. Pensez bien en termes de base commune. Alors, la réponse maintenant. Si on cherche la base commune du PE et du que, qu'est-ce qu'on trouve? Le PE et le que sont tous les deux sourds. Ils sont tous les deux occlusifs, donc occlusif et sourd. La différence entre les deux, c'est que le PE est labial, tandis que le que est dorsal. Bon. Existe-t-il d'autres phonèmes qui ont cette même base commune, c'est-à-dire occlusif et sourd? Je vous laisse réfléchir quelques instants. La réponse est oui. Il existe d'autres phonèmes qui ont cette base commune, occlusif, sourde. Par exemple, le te. Le te est une occlusive sourde qui est aussi alvéolaire. Autrement dit, il n'existe pas que deux phonèmes ayant cette base commune. Il en existe trois en français. Donc cette opposition n'est pas bilatérale, puisqu'il existe trois phonèmes ayant une même base commune, la base commune qui est représentée ici, alors nous avons une relation multilatérale. On passe à l'exercice suivant. Ici, vous avez maintenant trois oppositions. L'opposition entre le PE et le BE, l'opposition entre le TE et le DE, l'opposition entre le QE et le GE. Alors, vous avez des petits signes égales, ne regardez pas les signes égales. Hein. Enfin, je ne les ai pas employés comme des symboles égaux, c'était juste pour faire un lien entre ces oppositions. Donc, trois oppositions, PE-BE, TE-DE, QE-GE. Ces oppositions sont-elles proportionnelles ou non? Je rappelle que la proportionnalité
désigne le fait que deux oppositions entre deux membres se basent sur les mêmes traits distinctifs. Donc la question c'est est-ce que ces oppositions se fondent sur les mêmes traits distinctifs? Je vous laisse faire pause pour y réfléchir. Et la réponse c'est oui, les oppositions qui sont face à nous sont proportionnelles. Pourquoi? Pe, be, on l'a vu tout à l'heure, ont une base commune, c'est d'être labial et occlusif. Ce qui les distingue, c'est que le pe est sourd, le be est sonore. Donc, les traits qui permettent cette opposition, c'est sourd d'un côté, sonore de l'autre. Te et de ont aussi une base commune. Ils sont tous les deux occlusifs et ils sont tous les deux alvéolaires. Le te est sourd et le de est sonore. Donc le trait qui les oppose, c'est sourd pour le te et sonore pour le de. Donc, le rapport entre pe et be, qui est un rapport sourd-sonore, est le même que pour te et de, qui est aussi un rapport sourd-sonore. Donc ces deux oppositions sont bien proportionnelles. Maintenant, le que et ge ont bien une base commune, c'est d'être occlusif et vélaire. Ils ont un trait qui les distingue, sourd pour le que, sonore pour le ge. On a donc bien un rapport sourd-sonore qui est le même que pour te de et que pour pe be. Donc ces trois oppositions sont bien proportionnelles. On passe à un autre cas. Les oppositions entre IA, EA et EA, qui sont trois oppositions que l'on a bien en français. Par exemple, IA, vous avez, mettons, je ne sais pas, quiche et cache. EA, vous avez fait et fa, donc une fée et puis le fa, la note. Et EA, vous avez par exemple le lait et le la note encore une fois. Donc ce sont bien des oppositions qui existent en français. Sont-elles proportionnelles? Je vous laisse y réfléchir. Faites pause. Alors la réponse, on va la voir. Quelle est la base commune entre le I et le A? Les deux sont orales, non nasales, je le rappelle, orales, et les deux sont non arrondis. Alors, qu'est-ce qui les distingue maintenant? Bien, il y a l'antériorité qui les distingue, le I est antérieur, le A ne l'est pas. Et on a l'aperture qui les distingue, le I est fermé et le A est ouvert. Autrement dit, le rapport qu'il y a entre les deux, c'est quels sont les traits qui les distinguent. Le I est antérieur et fermé, tandis que le A est central et ouvert. Alors oui, ici vous avez un A qui semble être le A postérieur, c'est uniquement parce qu'il est en italique qu'il ressemble à ce symbole-là. Mais c'est le A central que je voulais indiquer. Mais en italique, voilà, c'est le... Bon, peu importe. Fin de la parenthèse. Donc on a un rapport qui est fermé antérieur contre ouvert central. Fermé antérieur contre ouvert central. Quelle est la base commune maintenant entre le E et le A? Le E et le A sont de même orales et non arrondis. Ça, c'est la base commune qu'il y a entre les deux. Maintenant, quels sont les traits qui les distinguent? Le E est semi-fermé et antérieur, tandis que le A est toujours, comme tout à l'heure, ouvert et central. Est-ce que le rapport est le même que le rapport de la première opposition? Je répète que la première opposition, c'était fermé antérieur contre ouvert central. La deuxième opposition, c'est semi-fermé antérieur contre ouvert central. Bon, vous avez la réponse. Le rapport n'est pas le même. Donc ces deux oppositions ne sont pas proportionnelles. Même chose avec E contre A. E contre A ont bien une base commune, c'est, encore une fois, oral et non arrondi. En revanche, le E est semi-ouvert et antérieur, le A est ouvert et central. Donc là, encore une fois, on a un rapport qui est encore une fois différent. Semi-ouvert contre central, alors que le second c'était semi-fermé contre central, contre ouvert, et le premier c'était fermé contre ouvert. Donc le rapport n'est pas le même dans les trois oppositions. Ce sont bien des oppositions qui ne sont pas proportionnelles. En revanche, on l'a vu,
Ces trois oppositions, plutôt les membres de chacune de ces trois oppositions, ont bien une base commune. Autrement dit, les voyelles I, E, E et A font partie d'une série, c'est-à-dire ils font partie d'une opposition multilatérale. On passe à l'exercice suivant. Vous avez ici l'inventaire des voyelles du français, organisé sous forme de tableau, et je vous demande si le trait fermé est un trait distinctif du phonème I. Pas de la voyelle I, pas du son I, mais du phonème I. Je vous laisse faire pause pour y réfléchir. Et on passe à la réponse. Alors, la réponse, elle passe nécessairement par l'utilisation d'un exemple, d'une paire minimale qui permet de montrer qu'il existe une opposition. Si vous n'avez pas cette paire minimale, je ne vois pas comment vous pouvez montrer qu'il existe une opposition, et donc comment vous pouvez montrer que fermé est oui ou non distinctif. Donc c'est la première chose à faire. Trouve-t-on une paire minimale qui permet d'opposer i à une autre voyelle qui ne serait pas fermée, mais autre chose, qui aurait une base commune, sauf le trait fermé. Si vous n'aviez pas fait cette étape, je vous laisse faire pause et la réaliser. Ensuite, je passe à la correction. La correction, c'est que si vous prenez un mot avec i, on va prendre un exemple un peu au hasard, par exemple pire. Est-ce que je peux remplacer le i par une voyelle qui a les mêmes propriétés, antérieure, non arrondie, non nasale, mais qui, au lieu d'être fermée, sera soit semi-fermée, soit semi-ouverte? Est-ce que c'est possible? Bon, je remplace le i dans pire, et je vais essayer de mettre un et à la place. Ça me fait pire. Bon, c'est pas possible ça. Donc c'est une substitution impossible. Je vais essayer de remplacer maintenant par une semi-ouverte, ça me fait paire. Est-ce que c'est possible? Oui. Substitution possible, minimale, et puis distinctive, puisque là, pire et paire, on a bien un changement de signe. Donc là, j'ai une paire minimale. La paire minimale, c'est pire, paire. Puisque j'ai une paire minimale, je peux dire que i et e sont les réalisations de deux phonèmes qui s'opposent. Or, ces deux phonèmes ont une base commune, on l'a vu tout à l'heure, non arrondie, non nasale et antérieure. Le seul trait qui les distingue, c'est le trait d'aperture. I est fermé, E est semi-ouvert. Donc I, qui permet de différencier le phonème I du phonème E, est bien un trait distinctif. Un trait distinctif du phonème I. Vous voyez quelles sont les étapes? Premièrement, je cherche une paire minimale. Si j'en ai une, je peux dire que j'ai une opposition. Et si j'ai une opposition entre deux sons ayant une base commune, alors je peux déterminer quel est le trait distinctif. Si en revanche je ne trouve pas de paire minimale, eh bien c'est que le trait n'est peut-être pas distinctif. Toutefois, faites attention, ça c'est une petite parenthèse, une absence de paire minimale ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas d'opposition. Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé d'opposition. Quand vous avez une paire minimale, il y a une opposition, c'est sûr et certain. Quand vous n'avez pas de paire minimale, ça peut vouloir dire soit qu'il n'y a pas d'opposition, soit que vous n'avez pas assez bien cherché, ou que votre corpus n'était pas assez grand, ou que toutes sortes d'autres choses. Autrement dit, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. C'est un principe qui s'applique absolument dans toutes les sciences. On passe à l'exercice suivant. On parle toujours du phonème I, et cette fois-ci, je vous demande si le trait antérieur est un trait distinct du phonème, un trait distinctif du phonème I. Ah ben, il suffit de chercher un petit peu et de voir s'il existe une paire minimale fondée sur une opposition entre le trait antérieur et un trait autre que antérieur. Donc je vous laisse y réfléchir, et ensuite on voit la correction. Pour répondre à la question, est-ce que antérieur est un trait distinctif de I? Il faut remplacer I
par un son qui a une base commune, sauf le trait antérieur. Bon. Donc la base commune, ce serait non arrondi, fermé, non nasal, mais pas antérieur. C'est-à-dire soit central, soit postérieur. Est-ce que j'ai une voyelle correspondante dans mon inventaire des voyelles du français? Et non. Et non. Donc si vous regardez le petit curseur que je vais faire apparaître, là, voilà. Si vous regardez mon petit curseur, je n'ai pas d'équivalent central du i en français, et je n'ai pas d'équivalent postérieur du i en français. Autrement dit, la question n'est même pas de savoir si la substitution est distinctive, puisqu'il n'y a pas de substitution possible, étant donné que ces sons ne sont pas attestés en français. Donc si je n'ai pas de substitution possible, je n'ai pas de substitution distinctive, forcément, pas de paire minimale, donc pas d'opposition. Et si je n'ai pas d'opposition, alors antérieur n'est pas un trait distinctif de i. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Ah non, on va encore faire un, j'ai dû l'effacer sans faire exprès. Dernière question, toujours sur i. Alors bon, ne lisez pas ce qui est indiqué. Est-ce que arrondi, ou plutôt non arrondi, est-ce que non arrondi est un trait distinctif de i? Je vous laisse y réfléchir. Alors la réponse, elle est très simple, comme d'habitude. On garde une base commune, on enlève le trait non arrondi, on le remplace par autre chose. Là, on n'a pas beaucoup de choix, il n'y a que arrondi à la place, par lequel on peut remplacer. Donc, ce qui veut dire qu'on opère une substitution entre le i et le u. Est-ce qu'on peut trouver une paire minimale? Alors, vous en avez plein. Vous avez par exemple un pli et plus. Bon, donc si j'ai une paire minimale, c'est que j'ai une opposition. J'ai une base commune qui est fermée, antérieure et non nasale. Donc le trait non arrondi est bien un trait distinctif de i. Autrement dit, quels sont les traits distinctifs de i? Eh bien, j'ai le trait fermé, on l'a vu tout à l'heure. J'ai le trait non arrondi, mais je n'ai pas le trait antérieur. Le trait antérieur n'est pas distinctif à l'intérieur du phonème i. La question se pose aussi pour le trait de nasalité. Est-ce que non nasal est un trait distinctif de i? Et ça, je vous laisse y réfléchir. Je ne vous donne pas la correction. Si vous voulez la voir, vous me posez une question sur le forum et je vous y répondrai. On passe maintenant à l'exercice suivant. On va aborder les systèmes phonologiques. Vous allez voir que ça vous a peut-être posé problème pendant le cours, mais c'est beaucoup plus simple que ce que vous pourriez penser. Et si ça ne vous pose pas de problème, eh bien c'est tant mieux. Vous avez ici l'inventaire phonétique des consonnes du castillan. J'ai retiré toutes les variantes des phonèmes et j'ai conservé une seule réalisation par phonème en fonction de ces traits phonétiques les plus fréquents. Alors je n'ai pas indiqué les traits phonétiques, normalement vous êtes censé les connaître, vous êtes censé lire un tableau assez facilement. La question c'est comment former le système phonologique des consonnes du castillan, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir un ensemble de séries et de corrélations, donc des séries qui sont en opposition avec d'autres séries, et se retrouver avec le nombre de traits distinctifs le plus petit possible, afin de ne garder que ce qui est pertinent sur le plan des oppositions linguistiques. Donc je vous laisse faire pause, le faire sur papier, c'est important de le faire sur papier. Donc il va falloir reclasser ces consonnes, de sorte à faire apparaître les différentes séries de consonnes. On l'a vu, les différentes oppositions multilatérales qui ont un rapport éventuellement proportionnel avec d'autres oppositions multilatérales. Donc il va falloir reclasser ces consonnes, et ensuite il va falloir me trouver une étiquette, un trait, qui permet de catégoriser chacune des séries de consonnes que l'on a dans ce système. Donc je vous laisse tout faire sur papier, vous faites sérieusement pause, et ensuite on voit la correction.
Alors la correction, avant de vous montrer le résultat que vous devriez normalement obtenir, ou en tout cas l'un des résultats que vous devriez obtenir, parce qu'il y a différentes possibilités en fonction des étiquettes de traits que vous employez, déjà voyons ce qu'il faut faire pour ceux qui n'ont vraiment pas bien compris le propos. Alors, on part du principe que chacun des symboles est en opposition avec chacun des autres symboles. Ça, c'est bon. Vous avez la première colonne qui correspond sur un tableau à la colonne des bilabiales et la deuxième qui correspond à la colonne des labiodentales. Est-ce que le trait bilabial et le trait labiodental sont en opposition? Alors, comparez avec le trait bilabial qui est en opposition avec le trait alvéolaire. Bilabial est en opposition avec alvéolaire puisque P est en opposition avec T. Hein, je l'ai dit, chacun des symboles est en opposition avec un autre, par simplicité. Donc, est-ce que bilabial est en opposition avec labiodental? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'équivalent labiodental du P, pas d'équivalent labiodental du B, pas d'équivalent labiodental du M, et inversement, il n'existe pas d'équivalent bilabial du F. Donc il n'y a pas de substitution distinctive puisqu'il n'y a pas de substitution possible entre ces consonnes potentielles. Donc, ces deux traits, bilabial et labiodental, n'en sont qu'un seul sur le plan phonologique. D'accord? Il faut fusionner ces colonnes vu qu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux traits. En revanche, on ne peut pas fusionner le trait bilabial avec le trait alvéolaire, puisque, on l'a vu tout à l'heure, il existe des oppositions. P s'oppose à T, B s'oppose à D, et M s'oppose à N. Bon. Donc les deux premières colonnes, il va falloir les fusionner. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, si on regarde maintenant les palatales et les vélaires, on remarque qu'on a une palatale, c'est le gn, qui est nasal. Et on a trois vélaires, c'est le que, le ge et le ch, qui sont toutes les trois obstruantes. Le que est occlusif et sourd, le ge est occlusif et sonore, et le ch est fricatif. Palatal est bien en opposition avec le trait vélaire et avec le trait labial, puisque le gn s'oppose au ne qui est alvéolaire et s'oppose au me qui est labial. Vélaire est en opposition également avec le trait alvéolaire et avec le trait labial, puisque le ch s'oppose au se et au fe, le ge s'oppose au de et au be, et le que s'oppose au te et au pe. Mais est-ce que le trait vélaire et le trait palatal sont en opposition l'un avec l'autre? La réponse est non, puisqu'il n'existe pas d'équivalent palatal du que, pas d'équivalent palatal du ge, pas d'équivalent palatal du ch, et pas d'équivalent, inversement, vélaire du gn. Donc je n'ai pas d'opposition entre ces deux traits. Ces deux traits forment donc un seul trait phonologique, un seul trait distinctif sur le plan phonologique. Donc il va falloir fusionner ces deux colonnes. Autrement dit, j'ai trois traits de lieu, le trait labial, le trait alvéolaire et le trait qui correspond aux deux traits phonétiques palatal et vélaire. Et ce trait, comment je vais l'appeler? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les palatales et les vélaires, qui les oppose aux autres consonnes, bien sûr? Bien, les palatales sont prononcées avec le dorsum, les vélaires sont prononcées avec le dorsum, pareil, sauf que le dorsum ne rencontre pas le même articulateur passif dans les deux cas, alors que les alvéolaires, elles, sont prononcées avec l'apex, et les labiales sont prononcées avec la lèvre du bas. Donc, le trait que je peux employer, l'étiquette que je peux employer pour le trait qui est commun à la série que, ge, che, gn, eh bien, c'est le trait dorsal, tout simplement. Donc je me retrouve avec cet arrangement des consonnes. J'ai donc trois séries de lieux d'articulation. La série des labiales, la série des apicales, j'aurais pu employer le terme d'alvéolaire d'ailleurs, ne pas le changer. Tant qu'à faire, si on est sur les articulateurs actifs, autant rester cohérent tout le long, et donc parler d'apicales, mais ça ne change pas grand-chose. Encore une fois, ce ne sont que des étiquettes. Et enfin, la série des dorsales. Alors la question, c'est est-ce que je peux faire la même chose maintenant? Est-ce que je peux établir des fusions
sur l'horizontale. Enfin, la verticale cette fois-ci plutôt, d'ailleurs. Sur les lignes horizontales, entre les lignes horizontales. C'est-à-dire, est-ce que je peux fusionner occlusive, sourde et occlusive sonore? Bah non, puisque j'ai bien une opposition entre le pe et le be, une opposition entre le te et le de, une opposition entre le que et le ge. Est-ce que je peux fusionner occlusif et fricatif? Non, puisque j'ai une opposition entre le pe et le fe, entre le te et le se, entre le que et le che. Est-ce que je peux fusionner les occlusives et les nasales, ou les fricatives et les nasales? Non, puisque j'ai une opposition entre pe, be, fe, me, une opposition entre te, de, se, ne, et une opposition entre que, ge, che, gne. Dernière question, puisque vous voyez que tout en bas, j'ai trois liquides, la latérale, la roulée et la battue, le, re, qui se retrouvent un petit peu isolés. Hein, c'est ce qu'on a appelé des oppositions isolées, en partie en tout cas. Est-ce que celles-ci, je peux les fusionner sur une même ligne? Eh ben non, non plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même lieu d'articulation. Donc je ne peux pas mettre le re parmi les labiales, par exemple, ça n'a pas de sens, il n'est pas labial. Je ne peux pas mettre la battue parmi les dorsales, bah non, parce qu'elle n'est pas dorsale. Donc je suis obligé ici d'avoir des oppositions isolées qui ne se retrouvent pas dans un carré, disons, qui se retrouvent avec chacune un trait distinctif en réalité. Puisque même le trait, je les ai classés comme apical, mais si on veut être vraiment rigoureux, le trait apical n'est pas même distinctif pour ces trois consonnes, puisqu'il n'y a pas de latéral autre que apical, donc apical n'est pas un trait distinctif. Il n'y a pas de roulé autre que le apical, donc roulé n'est pas vraiment un trait distinctif. Apical n'est pas non plus un trait distinctif ici. Et il n'y a pas de battu autre que apical. Donc encore une fois, apical ici n'est pas un trait distinctif. Donc les seuls traits distinctifs de le, re et re sont respectivement latéral, roulé et battu. Alors, remarquez une dernière chose, c'est que pour la différence entre le pe et le be, que j'ai mis donc sur deux lignes séparées, puisque ce sont deux séries différentes, j'ai une différence entre occlusif d'un côté et occlusive sonore de l'autre. Pourquoi j'ai marqué occlusive sonore et occlusive, et pas occlusive sonore et occlusive sourde? C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors avant d'y répondre, on va regarder ce qui se passe avec les fricatives. Pour les fricatives, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai marqué uniquement fricative. Je n'ai pas marqué fricative sourde. Pourquoi? Là, c'est simple. Je vous laisse y réfléchir éventuellement, mais c'est simple. On n'a pas v, z, r dans cette langue. Autrement dit, il n'y a pas d'opposition entre fricative sourde et fricative sonore. Donc pour les fricatives, le voisement n'est pas du tout distinctif. Ok? On l'a vu tout à l'heure. Ici, pour les fricatives, on a un voisement qui n'est pas distinctif et on a comme trait par défaut le trait sourd. Et on a vu tout à l'heure en cours que le trait sourd est un trait non marqué, qui, dans une théorie des traits privatifs, est représenté par une absence de trait. Alors que ce à quoi il s'oppose, le trait de sonorité, est marqué, est un trait marqué, et donc est indiqué par un trait, le trait sonore. Et donc c'est dans ce mode de représentation que je vous fais cette proposition-là. Donc on a ici des traits privatifs avec un trait sonore qui est propre aux consonnes sonores, et les consonnes qui ne sont pas sonores n'ont pas, tout simplement, ce trait sonore. Tout comme les fricatives n'ont pas de trait occlusif, tout comme les occlusives n'ont pas de trait fricatif, etc. Mais j'aurais pu opter pour un mode de représentation avec des traits binaires, avec les consonnes pot-que qui seraient plus occlusives, moins sonores, moins fricatives, moins nasales, moins latérales, moins roulées, moins battues. Ensuite, les occlusives be de ge, j'aurais indiqué plus occlusives, plus sonores, moins fricatives, moins nasales, moins latérales, moins roulées, moins battues. Les fricatives, j'aurais marqué plus fricatives, moins occlusives, moins sonores, moins nasales, moins latérales, moins roulées, moins battues, etc., etc. Vous auriez pu faire ça. Donc les deux sont bons, et vous pouvez même mélanger un peu des deux, c'est-à-dire mettre des traits binaires pour le mode et des traits privatifs pour le lieu, ou inversement. Moi, ça m'importe peu. Alors, c'est pas des phonologues puristes ne vous laisseraient probablement pas faire ça, mais ça m'importe assez peu.
la valeur des étiquettes n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'on ait un système cohérent où chaque série a un trait qui lui est propre et qui s'oppose donc aux autres séries, qui oppose cette série aux autres séries. J'espère que c'est clair. On passe encore à un dernier exercice de ce type qui devrait normalement vous faire comprendre définitivement le principe des systèmes phonologiques et la manière dont on les réalise. Alors, cette fois-ci, vous avez les consonnes du maori. Donc, ils sont encore une fois classés de façon phonétique. Donc, vous vous souvenez, dans un tableau, on a d'abord les bilabiales, puis labiodontales, puis alvéolaires, puis après on a les palatales, bon, il n'y en a pas, donc j'ai mis après les vélaires, et enfin les glottales. Puis pareil, les modes d'articulation, vous avez occlusif, fricatif, nasal, et puis roulé. Mais tout ça, vous êtes censé le connaître. Comme pour le castillan de tout à l'heure, je n'ai indiqué ici qu'une seule variante par phonème, pour faire plus simple, parce que vous ne connaissez pas le lexique de la langue, vous ne pouvez pas déterminer les paires minimales et les oppositions. Donc je n'ai indiqué qu'une seule variante par phonème, la variante, disons, la plus répandue, la plus importante. Et je vous demande, comme tout à l'heure, de me former le système phonologique des consonnes du maori. Donc encore une fois, cela signifie qu'il faut réorganiser ce classement afin d'avoir le moins de traits possible, puisque on doit limiter le nombre de traits à ce qui est strictement fonctionnel, et afin de mettre au jour les différentes séries et les différentes corrélations du système. Donc je vous laisse faire ça, faites pause, faites-le sérieusement sur papier à côté, n'oubliez pas de mettre une étiquette pour chacune des séries de consonnes, et ensuite on voit la correction. Donc on passe à la correction. Comme tout à l'heure, avant de vous montrer mes propositions, je vais vous dire ce qu'il fallait remarquer. Première chose à remarquer, exactement comme en castillan, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre le trait bilabial et le trait labio-dental. Il y a une opposition entre bilabial et alvéolaire, puisque P et T s'opposent, M et N s'opposent, mais on n'a pas d'opposition entre labio-dental et bilabial. Alors vous auriez pu me dire éventuellement, oui, mais on n'a pas non plus d'opposition entre labio-dental et alvéolaire. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête, on y reviendra, mais a priori, si vous deviez trouver une propriété commune entre deux traits, où est-ce que vous la trouveriez, cette propriété? Plutôt entre P, M et F, ou plutôt entre T, F, N et R? L'articulateur passif de T, c'est alvéolaire, celui de F, c'est labiodental. L'articulateur passif, c'est dental. L'articulateur passif de T, c'est l'apex. L'articulateur actif, actif de T, c'est l'apex. Et l'articulateur actif de F, c'est la lèvre du bas. Donc, a priori, il n'y a pas grand-chose de commun. Donc s'il faut fusionner deux traits, c'est plutôt les traits de P et M d'un côté et de F de l'autre. On fusionne ces traits, bilabial et labiodental, et on a quoi en commun? On a le trait labial, donc l'articulateur actif. Ensuite, on a, pareil, tout comme en castillan, on a que et ng qui sont à l'arrière de la cavité buccale. Je suis en train de me rendre compte que j'ai mis une erreur après dans les propositions suivantes, mais bon, je vous ferai la correction à l'oral. Donc que et ng qui sont à l'arrière de la cavité buccale, donc vélaire, et le he qui est en dehors de la cavité buccale, qui est glottal. Est-ce que le trait glottal et le trait vélaire s'opposent? A priori non. Pas d'équivalent glottal du que, pas d'équivalent glottal du ng, et inversement, pas d'équivalent vélaire du he, puisqu'on n'a pas de fricative vélaire. Donc on peut fusionner ces deux traits. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre vélaire et glottal? Là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué parce que l'articulateur actif, c'est pas le même. Bon, on a vélum contre le larynx. Et l'articulateur actif non plus, c'est pas le même. Pour le lieu vélaire, c'est le dorsum. Et pour le lieu glottal,
c'est le larynx, encore une fois. Donc, pas vraiment de traits communs. Donc, comment on va pouvoir s'en dépatouiller, ça? On va voir ça. Et enfin, on a un re qui se balade tout seul. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce re? Il se trouve qu'il y a encore un trou entre le te et le ne. Vous voyez que c'est le même trou que j'ai mentionné tout à l'heure. Je ne peux pas fusionner le re avec la série des nasales, puisque le re s'oppose au ne. Je ne peux pas le fusionner avec la série des occlusives, puisque le re s'oppose au te. Est-ce que je peux fusionner le re avec la série des fricatives? Le problème, c'est que le re n'est pas fricatif. Donc on a deux problèmes de ce type-là. Alors, maintenant, je vais vous montrer mes propositions, et puis je vais vous dire en quoi j'ai fait une erreur dans une des propositions. Je n'ai pas suffisamment réfléchi. Ici, c'est ce que je vous ai dit lorsque j'ai dit qu'on pouvait fusionner bilabial et labiodental. On se retrouve avec une série qui contient PE et qui a en commun le trait labial, l'articulateur actif. Et j'ai une autre série qui est la fusion du que, du he et du nge. Et ici, j'ai indiqué dorsal. C'est une erreur. C'est totalement une erreur, puisque le dorsum n'est pas utilisé pour le he. Donc l'étiquette dorsale n'est pas cohérente. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc il faut réfléchir un peu plus loin. Et alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Le problème, c'est que vous ne trouverez aucun élément commun. Qu'est-ce qu'ont en commun le que, le he et le nge? Je vous laisse faire pause éventuellement pour y réfléchir. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Rien de positif. C'est-à-dire, pas l'articulateur actif, pas l'articulateur passif. Par contre, ils ont en commun d'être à l'arrière de la cavité buccale. Alors, vous pourriez éventuellement inventer une étiquette qui s'appellerait arrière. Bon. Mais la question reste un peu la même. C'est où commence l'arrière? Est-ce que l'arrière commence au niveau de l'apex? Est-ce que ça commence au niveau du dorsum? Est-ce que ça commence encore plus loin? Donc en réalité, ce que vous appelez arrière, c'est ni labial, ni apical. C'est ça que vous appelez arrière dans ce cas. Et bien là, vous voyez qu'on a besoin des traits binaires. Puisque ce qu'il y a de commun au que, au he et au nge, c'est pas une propriété positive, c'est une propriété négative. C'est le fait d'être ni labial, ni apical. Et si j'utilise des traits binaires, alors je le corrigerai dans le diaporama que vous aurez sur Selene, si j'utilise des traits binaires, je peux définir la série PE comme étant plus labial, moins apical. Ensuite, la série TENR comme étant plus apical, moins labial. Et puis la série qui me reste, KE, moins labial, moins apical. Et voilà, et c'est le trait, c'est l'ensemble de traits, c'est la base commune de cette opposition multilatérale que, c'est d'être ni labial ni apical. C'est tout à fait possible. C'est un trait, c'est une étiquette. Vous voyez que les traits phonologiques n'ont pas une valeur positive comme ont les traits articulatoires ou comme ont les traits acoustiques. Ce sont vraiment des étiquettes qui ne servent qu'aux oppositions. Et si ce qui rentre dans une opposition, c'est le fait de ne pas être tous les autres, eh bien ça marche aussi. Donc vraiment, il faut bien retenir que les traits, ce sont vraiment des choses totalement abstraites qu'on a du mal à définir et sur lesquelles vous ne faites que mettre des étiquettes qui peuvent varier, qu'on peut mettre une étiquette ou une autre du moment que ça marche et que c'est cohérent. Bon, donc là on a ce premier système, cette première proposition avec l'erreur qu'il faut corriger. Et la question qui se posait, c'est qu'est-ce que je fais? J'ai quand même, c'est dommage, j'ai quand même une absence d'opposition entre mon trait roulé, qui ne concerne que le re, et mon trait fricatif, qui concerne le fe et le he. Pourquoi j'ai une absence d'opposition? Je répète, parce que je n'ai pas d'équivalent roulé de la labiale fe, je n'ai pas d'équivalent roulé de la glottale he, et inversement, je n'ai pas d'équivalent fricatif de la roulée r. Donc je n'ai pas d'opposition entre les deux. Et pourtant, je ne peux pas dire que le re est fricatif, parce qu'il n'est pas fricatif. Et je ne peux pas dire que le fe et le he sont roulés, puisqu'ils ne sont pas roulés. Donc,
il faut trouver un trait commun. A priori, s'il n'y a pas d'opposition entre les deux, c'est que je peux fusionner ces deux séries. Et il faut donc que je trouve une étiquette, un trait commun. Mais ce trait commun, c'est pas fricatif, c'est pas roulé, c'est tricher que de dire ça. Donc qu'est-ce que je peux trouver? Eh bien, ils sont ni occlusifs, ni nasales, tout simplement. Et j'arrive à cette dernière proposition, où vous voyez que le pe, le te et le que sont plus occlusifs, moins nasales, donc occlusifs. Le me, le ne et le nge sont moins occlusifs, plus nasales. Et le fe, le re et le he, ils ont également quelque chose en commun, c'est le fait d'être ni occlusif, ni nasal. Donc moins occlusif, moins nasal. Et là, j'ai un système qui est quand même assez bien ficelé. J'ai un système où j'ai un minimum de traits nécessaires. J'ai combien de traits? Au final, si je compte, j'ai 4 traits. Alors bon, vous oubliez avec l'erreur du haut, hein, j'ai le trait occlusif, j'ai le trait nasal, j'ai le trait labial et j'ai le trait apical. Et puis ensuite, je peux avoir dans chaque trait soit la valeur positive, soit la valeur négative. Mais c'est tout. C'est tout. Et ces traits me permettent à eux 4 seulement, avec 2 valeurs pour chaque, de former un ensemble de 9 consonnes. Et je ne peux pas avoir plus de consonnes, ni moins. Donc ça, c'est quand même un système qui est plutôt équilibré. Et c'est ça qu'il faut essayer de déterminer. Alors, l'intérêt n'est pas de faire un joli carré, même si c'est joli, hein, mais l'intérêt, c'est de montrer que, en construisant un système de façon aussi symétrique, vous arrivez à montrer que vos traits sont effectivement des traits minimaux. Peu importe leur étiquette, ces traits correspondent à quelque chose de strictement fonctionnel, rien de superflu. Si je remonte un tout petit peu, vous voyez que ici, dans cette proposition numéro 1, le trait apical n'est pas totalement fonctionnel. Il est fonctionnel pour le te, il est fonctionnel pour le ne, mais il n'est pas fonctionnel pour le re, puisque le re ne s'oppose pas, dans cette représentation du système, ne s'oppose pas à une roulée labiale, ou à une roulée non labiale non apicale. Donc ici, le trait apical n'était pas entièrement fonctionnel. Il y avait quelque chose encore de superflu, encore de trop phonétique. Avec un système symétrique de la sorte, tous mes traits sont entièrement fonctionnels. Systématiquement, quelle que soit la consonne dans laquelle on les place, ils servent à une distinction. Voilà, donc c'est à ça qu'il faut arriver au maximum. Des fois, ce n'est pas possible. Regardez le castillan, on n'est pas arrivé à faire quelque chose d'aussi symétrique. Donc, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Si vous arrivez à un système parfaitement symétrique, c'est que vous êtes arrivé à définir vraiment les traits strictement phonologiques de la langue, encore une fois, quelle que soit l'étiquette que vous leur donnez. Si vous avez des questions sur ces exercices ou des interrogations ou des choses que vous ne comprenez pas, posez vos questions sur les forums. Je rappelle d'ailleurs en passant que le partiel, le tout premier partiel, sera la semaine prochaine. On fera un fonctionnement comme l'an dernier en phonétique, je vous redirai par courriel. Vous aurez la journée pour finir le sujet, un sujet qui sera à chaque fois aléatoire. Donc 2 étudiants n'auront jamais le même sujet, donc c'est inutile d'essayer de faire le sujet ensemble ou je ne sais quoi. Puis vous aurez un temps imparti assez réduit. Donc au contraire, il faudra vous concentrer sur votre propre sujet et c'est tout. Voilà, donc maintenant on va passer aux exercices que je vous demande de faire pour la semaine prochaine, pour lundi prochain 23h59. Alors vous noterez que la correction, vous aurez la correction de cet exercice après le partiel. Le partiel portera plus sur les études de cas que l'on vient de voir que sur ce que vous allez faire, même si c'est lié, dans vos langues artificielles. Donc voyez ça comme 2 évaluations différentes. Donc qu'est-ce que vous devez faire pour la semaine prochaine, 23h59 ? Alors, je vous conseille de ne pas attendre lundi prochain, puisque lundi prochain même, vous aurez aussi un partiel qui vous prendra un peu de temps. Donc je vous conseille de faire ça plutôt d'ici dimanche soir. Hein. Vous voyez que déjà, plus on avance, je dirais pas moins les exercices prennent de temps, mais les exercices prennent moins de temps que les tout premiers du semestre. Donc bon, ça devrait quand même bien se passer. Alors qu'est-ce que vous devez faire ? Bon,
La semaine dernière, vous avez vu quelle était la méthode qui permettait de définir les phonèmes d'une langue. Cette méthode, c'est l'utilisation des paires minimales, par commutation. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à organiser les phonèmes que vous avez définis, ou que vous allez encore définir, parce que tout n'est pas terminé, en système. Exactement comme on vient de le faire avec le maori et le castillan. Et donc vous allez vous baser sur les dialectes A et B, et alors je vais vous demander de procéder par étapes. Première étape, vous allez établir l'inventaire des phones de votre langue. Ça, normalement, vous l'aviez déjà fait. Donc, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Simplement, je vous demande de le faire sous la forme de tableau. Tableau des consonnes, tableau des voyelles. Les semi-voyelles, vous me les mettez avec les consonnes. Donc normalement, c'est fait, il y a juste à mettre sous forme de tableau. Faites bien attention à ne pas oublier les traits de longueur, la longueur des consonnes ou des voyelles, et le trait de vélarisation. Ce ne sont pas des choses qui sont là pour faire joli. Ça fait partie des consonnes et des voyelles. Donc n'oubliez pas de les indiquer dans vos tableaux. Alors je dis que vous l'aviez déjà fait pour les proto-langues. Bien sûr, il y a eu quelques petits changements. Donc il y a probablement des changements à apporter dans vos inventaires. Par exemple, j'imagine que beaucoup de proto-langues n'avaient pas d'affriqués et se sont retrouvés avec des affriqués dans les dialectes A et B. Donc tous ces petits changements vont devoir être apportés. Mais ce ne sont pas des choses extrêmement longues à produire. Donc ça, il faut le faire, et vraiment, je veux l'inventaire de tous les phonèmes. Ce sera important pour la suite aussi des exercices. Ensuite, deuxième étape, à partir de cette première étape, vous allez maintenant former le système phonologique de vos consonnes et de vos voyelles. Toujours sous forme de tableau, exactement comme on a fait avec le castillan et le maori. C'est le même principe. Donc vous réduisez au plus petit nombre possible de traits en essayant de mettre au jour des séries qui sont dans des corrélations avec d'autres séries. Alors bien sûr, à l'intérieur de ce tableau ne doivent pas figurer plusieurs variantes d'un même phonème, puisque ce que je vous demande, c'est le système phonologique, pas un inventaire phonique. Donc, bien sûr, par exemple, dans beaucoup de vos langues, le OU ATR et le E non ATR sont deux variantes d'un même phonème. Peut-être pas dans toutes les langues, je ne m'avance pas sur ce sujet, mais dans beaucoup de langues, c'est le cas. Si c'est le cas, il ne faut pas que les deux apparaissent dans le même tableau, sinon il y a un problème. Il n'y a qu'un phonème qui est réalisé de deux manières différentes. Donc, qu'un seul symbole. Alors après, quels sont les traits du phonème ? C'est à vous de le définir. Donc, vous me formez ce système phonologique des consonnes et des voyelles, et vous attribuez à chaque série un trait ou un ensemble de traits communs qui doit être cohérent, comme on a fait avec le castillan et le maori. C'est-à-dire que vous n'allez pas définir, vous ne faites pas l'erreur que j'ai faite par exemple, mais heureusement je m'en suis rendu compte, vous n'allez pas définir des consonnes qui n'ont pas en commun d'être dorsales comme étant dorsales, ça n'a pas de sens. Et vous n'allez pas donner comme trait dorsal, comme vous n'allez pas appeler dorsales des consonnes qui ne sont pas les seules à être dorsales. D'accord ? Ensuite, point 4, vous allez maintenant, c'est ça un point assez important aussi pour la suite des exercices, vous allez identifier une paire minimale pour chaque opposition de traits voisins. Alors qu'est-ce que j'appelle des traits voisins ? C'est dans le tableau, par exemple, labial et apical sont des traits voisins, ils sont deux séries voisines. Apical et dorsal sont pareil, deux séries voisines. Par contre, labial et dorsal, a priori, en tout cas dans les exemples qu'on a vus tout à l'heure, ne sont pas des séries voisines. Donc vous allez, tout simplement parce qu'ils sont phonétiquement plus éloignés, disons. Donc vous allez me chercher une paire minimale pour chaque opposition de traits voisins. Donc je ne vous demande pas pour chaque opposition de symboles, parce que ça va être beaucoup trop long, mais par exemple vous avez une opposition entre labial et apical, vous me trouvez une paire minimale qui montre cette opposition entre labial et apical. Alors ça peut être soit entre pe et te, par exemple, soit entre be et de, soit entre me et ne, etc. Peu importe quelles sont vos consonnes. Mais vous ne faites pas, par exemple, entre me et te. Là, ça n'aurait pas de sens. Ça ne montrerait pas d'opposition entre labial et apical, puisque on n'a pas de base commune entre les deux. D'accord ? Donc faites bien attention à ça.
Donc une paire minimale pour chaque opposition de traits voisins. Alors il se trouve que parfois vous aurez du mal à trouver des paires minimales. Donc je vous laisse la possibilité de chercher aussi ce qu'on appelle des paires quasi minimales. C'est-à-dire que vous avez deux mots qui se ressemblent un peu, où la substitution n'est pas minimale, mais où on a quand même une substitution entre deux consonnes qui ont une base commune, mais qui s'opposent, qui se différencient par un seul trait, dans des contextes qui sont à peu près les mêmes. D'accord ? Donc ce sont des sortes de paires minimales imparfaites. Ça arrive dans l'employé quand on n'arrive vraiment pas à en trouver, et notamment dans des corpus de 200 mots, c'est possible que vous ne trouviez pas systématiquement des paires minimales. Bon. Ensuite, point 5, tirer des hypothèses d'une absence de paires quasi minimales. Bon, lorsque vous avez deux traits phonologiques voisins, et ces traits phonologiques, vous n'arrivez pas à leur trouver une paire quasi minimale ou une paire minimale, ni l'un ni l'autre, c'est qu'il y a peut-être un problème. C'est que peut-être que ces deux traits ne s'opposent pas. D'accord ? Et donc, essayez de voir si vous n'avez pas des arguments pour dire que ces traits ne s'opposent pas. On reviendra sur ces points-là plus tard dans le semestre, après le partiel notamment. Mais il faut que vous identifiez ces problèmes d'ores et déjà. Donc, voilà. Tirez les hypothèses qui s'imposent lorsque vous avez une absence de paire minimale ou de paire quasi minimale entre deux traits voisins. Et enfin, sixième point, voir si la proportionnalité des oppositions phonologiques est reflétée par votre système graphique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, vous avez en tchèque deux oppositions, ce, che contre the, je, plutôt ce contre che et the contre che. Ces deux oppositions sont proportionnelles. Pourquoi elles sont proportionnelles ? Parce qu'on sait une opposition entre alvéolaire post-alvéolaire pour ce che et alvéolaire post-alvéolaire également pour the je. Donc ce sont deux oppositions proportionnelles. Et il se trouve que ces deux oppositions, plutôt que les membres de ces deux oppositions, sont orthographiés de telle sorte que même graphiquement, cette opposition est proportionnelle. Regardez, ce et che, on l'a vu phonétiquement, une différence entre alvéolaire post-alvéolaire. Graphiquement, on a un se ou un se avec ce qu'on appelle un hachek. C'est une espèce d'accent circonflexe inversé. Donc c'est le hachek. Et la différence entre the et je, l'opposition entre the et je, est marquée graphiquement par d'un côté un the et de l'autre côté, pour le je, un the avec un hachek également. Vous voyez que même graphiquement, on a un rapport qui est proportionnel entre les deux oppositions. C'est absence de hachek pour ce che, et absence de hachek pour the je. Donc regardez si votre système graphique arrive à refléter ainsi la proportionnalité des oppositions. Et sinon, essayez de trouver une manière de représenter graphiquement ces proportionnalités. Lorsque c'est possible, si c'est pas possible, tant pis. Mais essayez de vous poser ce genre de questions-là. Parfois ça marche pas. Regardez en français, on a des rapports qui sont pas proportionnels. Par exemple, ce che et the je, graphiquement, il n'y a aucune proportionnalité. Mais dans d'autres langues, oui. Voilà, donc vous rendrez vos exercices comme d'habitude dans le forum dépôt des exercices du chapitre, on est au chapitre 5. Et je répète, faites bien attention à prendre en compte, dans l'inventaire de vos phones, de prendre en compte la longueur et la vélarisation des consonnes pour la longueur et des voyelles, des consonnes pour la vélarisation et des consonnes ou voyelles pour la longueur. Regardez aussi s'il y a des oppositions entre voyelles longues et voyelles brèves, ou entre consonnes longues et consonnes brèves, ou consonnes vélarisées, consonnes non vélarisées, etc. Vous étiez censé le faire en partie cette semaine, mais là ce sera particulièrement important pour produire le système phonologique des consonnes et des voyelles de vos langues. Et enfin, vous mettrez, avec votre réponse qui sera dans le corps du texte, vous mettrez votre lexique au format PDF, alors avec les changements éventuellement d'orthographe, si vous avez effectué des changements d'orthographe, si vous n'en avez pas effectué, vous ne les mettez pas. Mais il est important de mettre ce lexique afin que je puisse moi-même vérifier si vous avez bien cherché les paires minimales ou pas, etc. Point de détail
mineur, mais une petite parenthèse, je me suis rendu compte que certains d'entre vous ne connaissaient pas la fonction chercher-remplacer sur les tableurs, donc, ou sur n'importe quel document Microsoft ou LibreOffice ou je ne sais quoi. C'est un peu dommage, vous devez perdre beaucoup de temps sans doute sans employer cette fonction. Donc si vous faites CTRL F, vous pouvez chercher quelque chose. Normalement tout le monde connaît CTRL F. Mais si vous allez dans les paramètres de votre tableur ou de votre logiciel de traitement de texte, vous pouvez aussi chercher la fonction chercher et remplacer. Et si vous faites chercher et remplacer, vous pourrez non seulement chercher une séquence de texte, mais vous pourrez aussi la remplacer automatiquement par une autre séquence de texte. Donc par exemple, si vous devez remplacer à chaque fois que vous avez noté, je ne sais pas, mettons quelque chose que vous avez orthographié AI, et que vous voulez le remplacer maintenant par E accent grave, hein, bah vous faites chercher AI, puis vous mettez dans un autre champ, remplacer par E accent grave, et vous faites remplacer, et ça remplace systématiquement, ce qui va quand même beaucoup plus vite. Alors par contre, il faut faire attention de bien réfléchir à ce qui sera remplacé, parce que si vous avez des mots en français à côté avec des AI qui sont tous remplacés avec des E accent grave, c'est un peu plus gênant. Donc, et même dans vos lexiques, faites attention au contexte dans lesquels vous voulez remplacer chaque segment. Voilà, donc c'était juste pour une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction-là. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Voilà, faites bien vos exercices. La semaine prochaine, je corrigerai le mardi, comme d'habitude. Donc vous aurez, je répète, le partiel avant. Donc voyez bien cet exercice-là comme un entraînement, oui, mais aussi comme une évaluation séparée, hein, c'est un peu le principe, du partiel que vous aurez la semaine prochaine. Sur le partiel, si vous avez des questions, posez-les-moi dans le forum, hein, pareil, sur l'organisation, mais je pense que ce qu'on a fait l'année dernière était assez parlant, donc je pense que vous savez à peu près à quoi vous attendre. Des questions qui ressembleront beaucoup à ce que l'on a fait dans les études de cas, à ce que vous avez pu faire aussi dans les exercices éventuellement que vous faisiez sur la semaine, et vous aurez peut-être aussi quelques petites questions de cours, donc revoyez bien tout ça. Voilà, travaillez bien, bonne semaine.